Bonjour, professeur Safar Zetoun Medani, Université Alger 2. La contribution que je présente aujourd'hui a pour titre Ce que nous révèle la crise sanitaire du Covid-19 à propos de nos villes et de leurs fractures et déséquilibres. Dans le cadre qui nous est imparti, qui était un peu court, je vais essayer donc d'aller un peu vite. Alors, premièrement, le confinement, tel qu'il a été vécu par les populations de nos villes, a mis à l'épreuve les capacités de résilience des individus et des groupes sociaux qui sont inscrits dans l'espace. Alors certains groupes sociaux ont négocié la crise de manière beaucoup moins dommageable, beaucoup moins négative que d'autres groupes. À propos du lien social qui les unit et qui les lie aussi à la société. Alors, souligner au départ que les villes algériennes, les populations qui vivent dans les villes algériennes ne sont pas dotées de manière égale en termes de ressources, de liens et en termes de ressources matérielles. Et ils sont disposés dans l'espace selon des mécanismes qui sont différents et qui ces mécanismes sont dus à l'histoire et aussi à la mise en œuvre de politiques sociales, de politiques de logement qui ont distribué les groupes dans des espaces qui sont particuliers. Alors, pour grosso modo, on peut dire que les sociétés urbaines algériennes se divisent en deux grands groupes, hein, en deux idéotypes hein, de liens sociaux. Alors, le premier groupe, c'est un groupe de gens, de familles, qui habitent dans des quartiers irréguliers, dans des quartiers qu'on appelle spontanés, et qui habitent aussi dans les périphéries, dans un habitat de bidonville dégradé. Et ce sont des groupes qui sont inscrits dans l'espace urbain autour de sociabilités de type communautaire et villageois. Les processus de peuplement de nos villes ont fait que ce sont des groupes entiers qui se sont déplacés dans l'espace et qui parfois aussi ont bénéficié des mêmes politiques de redistribution de logements. C'est le cas par exemple au niveau d'Alger. Le deuxième groupe de familles, de gens, regroupe des gens qui ont accédé à l'espace, qui ont accédé aux biens résidentiels par le biais des mécanismes du marché. Et ce groupe comprend des familles qui sont inscrites dans la société formelle, dans la société dans des structures stables qui ont des emplois réguliers et qui sont protégés socialement. Et c'est alors le premier groupe de gens consomme la ville d'une autre façon que le deuxième groupe. Hein. Les gens du premier groupe euh, consomment la ville en fonction de la proximité avec leurs voisins et des liens qui les unissent avec des voisins qu'ils connaissent généralement avant même l'installation résidentielle. Tandis que les gens du deuxième groupe, généralement, ont accédé au logement, aux biens fonciers par le marché ou alors par le biais de distribution de type administratif dans les années 70. Je parle par exemple des coopératives mobilières, des coopératives, et puis aussi des logements qui ont été distribués au cadre des sociétés nationales. Alors, ces deux groupes comment dire, ont absorbé la crise sanitaire de manière différente, très rapidement. On peut dire que le premier type, c'est-à-dire les gens du groupe, le premier groupe, l'impact de la crise sanitaire a été beaucoup plus fort. Hein. Il a été beaucoup plus négatif parce que il est adossé à des pratiques de vie qui tirent leurs ressources de la ville, qui constitue un gisement, le gisement d'emplois informels à travers lesquels ces gens collectent leurs ressources quotidiennes. Et ces gens ont été beaucoup plus touchés par le confinement qui les a bloqués, qui les a gelés. Ils ne peuvent plus se bouger. La mobilité spatiale étant un élément fondamental de la vie qu'ils mènent dans la société. Le deuxième groupe, les gens qui sont insérés dans l'économie, dans la société formelle, a été
relativement moins atteint par la crise dans la mesure où les gens qui le composent consomment la ville différemment, à une échelle beaucoup plus grande qu'à l'échelle du quartier de la cité. Et ces gens ne souffrent pas de la fracture numérique, hein. Ils sont généralement beaucoup plus connectés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce qui les permet de ne pas construire leur sociabilité sur la base de relations directes face à face avec les voisins, avec les gens avec lesquels ils partagent l'espace urbain. Alors, pour aller un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que alors, il y a des effets négatifs et des effets positifs. Les effets positifs de la structuration communautaire, euh, des gens qui vivent dans ces structures lignagères villageoises, ce sont des effets qui sont un peu connus. C'est que la communauté d'appartenance a permis d'atténuer, de mitiger les effets du confinement par la mise en place de structures de solidarité. Le deuxième effet plus ou moins, qui est positif, c'est que c'est un effet que l'on repère chez les gens qui appartiennent au deuxième groupe. Ces gens ont pu, à cause de la crise communautaire, essayer de nouer des liens de proximité avec leurs voisins, avec les gens avec lesquels ils partagent les mêmes espaces résidentiels. Alors, partant de là, quelles sont les perspectives que se dégagent en termes de déconfinement, en termes de politique à mener après le déconfinement? Alors, très rapidement, il y a quatre actions, quatre éléments sur lesquels il faut insister. Le premier, c'est qu'il faut se mettre en place, il faut réviser les politiques urbaines qui sont en place et qui encouragent la cristallisation du fait communautaire dans les nouvelles cités périphériques qui sont implantées à la périphérie de nos grandes villes. Le deuxième élément, c'est qu'il faut mettre en place aussi, insister sur le fait qu'il faut comment dire, construire une politique d'encouragement à l'accès à la location. Cela permet aux jeunes individus, aux gens qui vivent dans ces groupes communautaires, que ce soit dans les périphéries illicites, illégales, ou alors dans les nouveaux ensembles résidentiels construits à la périphérie, permettent aux jeunes d'accéder à un logement locatif en attendant l'accès à la propriété. Troisième élément, c'est mettre en place une offre résidentielle qui soit beaucoup plus souple et qui permette, mais qui soit aussi beaucoup plus régulée, beaucoup plus contrôlée, qui puisse mettre fin au processus, au dispositif actuel d'installation illégale dans les périphéries et à la frénésie du marché immobilier qui empêche toute planification et toute action des autorités locales en direction donc des populations urbaines. Voilà, merci pour votre attention. Bonjour. Dans le cadre de ce colloque portant sur le thème de la société et la pandémie, organisé par les centres de recherche CRASC à Oran et Fa'iloun en Algérie, mon intervention se présente sous forme de réflexion intitulée « L'urbanisme écologique entre risques et incertitudes ». Je me présente, professeur Amara Bekouche, architecte et urbaniste, retraité de l'enseignement supérieur, chercheur associé au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle Oran, Algérie. Mon domaine de recherche porte sur l'écologie urbaine, axé sur la relation des espaces verts à la ville. Mon intervention est une réflexion qui repose sur la question: que peut l'urbanisme écologique contre les épidémies?
Il a été observé que ces fléaux sont souvent le résultat d'un déséquilibre environnemental, d'après Anne Rouet-Le Gall, 2020. L'histoire nous apprend en effet que les épidémies ont façonné les villes, notamment avec la période industrielle, ayant généré spéculation, entassement chaotique de la population ouvrière, insalubrité et propagation de maladies liées aux conditions d'hygiène et à la pauvreté. Ce contexte problématique avait soumis à la réflexion des difficultés nouvelles relatives à la grande ville. Aussi, la nécessité de mettre de l'ordre a donné lieu à l'élaboration d'un urbanisme réglementaire pour restructurer les quartiers insalubres dont les effets néfastes de la contagion risquaient de s'étaler à toute la ville. Progressivement, l'évolution de la pensée et des théories urbanistiques aboutissent à une vision systémique de l'espace urbain et une nouvelle perception environnementale de la relation socio-spatiale. Si l'on admet que la pandémie Covid-19 est un phénomène lié à des déséquilibres des systèmes environnementaux dus à l'activité humaine, il s'inscrit dans la problématique de crise sanitaire étendue à l'échelle planétaire. Il révèle la fragilisation des systèmes de santé et les inégalités sociales, non plus seulement entre quartiers, mais entre continents. Il nécessite alors une attention politique et un engagement financier coordonné à la mesure de cette complexité inédite. En ces moments d'incertitude et de risque pour la santé, en quoi les réflexions menées à ce jour peuvent-elles être utiles à la situation de la pandémie actuelle? Quelles recommandations peuvent être formulées pour une mise à jour des études urbaines à l'interface des enjeux de santé? Alors, quelques résultats de cette réflexion. Je propose l'hypothèse du déséquilibre environnemental. Le Covid-19, en tant que révélateur de la vulnérabilité humaine à l'échelle mondiale, se présente comme une menace chargée d'incompréhension et d'incertitude. Parmi les explications du fléau est avancée la transmission par la mobilité humaine qui transporte le virus entre différents pays. Aussi est-il préconisé de recourir au domaine de l'écologie qui permettent d'avoir une vision d'ensemble sur les risques des milieux vivants, incluant biosphère et écosystèmes. Au niveau urbain, le constat des dysfonctionnements se caractérise par le déséquilibre entre l'habitat et l'emploi, les quartiers pauvres et les quartiers nantis, alors même que le règlement des disparités figure en bonne position parmi les objectifs de traitement des problèmes urbains. La notion d'équilibre argumente en vain les accords et déclarations des sommets mondiaux et autres protocoles internationaux qui se sont succédés depuis le sommet de Rio en 1992. Aussi, en cette phase d'exploration des connaissances produites sur l'urbanisme favorable à la santé, le paradigme écologique est mentionné en termes d'actions à mener à titre présentif. Les espaces verts, par exemple, s'inscrivent parmi les déterminants environnementaux et qualifiés de leviers urbanistiques. Ils apparaissent parmi les hypothèses d'approche qui synthétisent les processus du développement durable pour lutter contre le dérèglement des systèmes environnementaux, parmi lesquels figure le Covid-19. En ce sens, et en matière d'urbanisme, l'équilibre urbain-rural est un objectif essentiel d'intervention sur les espaces urbanisés.
selon des actions de restructuration, revitalisation des centres urbains et ruraux. En fait, ce qui est incessamment mis en cause, ce n'est pas tant la connaissance des phénomènes qui perturbent les systèmes environnementaux, mais l'application coordonnée des savoirs produits. Le problème n'est pas tant dans le savoir que dans le faire. On peut se poser la question alors si la pandémie actuelle est-elle un aléa qui forcera à l'action solidaire à l'échelle planétaire. En fait, et pour reprendre J.D. Bernal, 1960, je le cite, « Les possibilités de la science sont bien réelles en principe. La question essentielle reste à savoir si on les utilisera en pratique. Dans notre société, il existe une différence énorme entre ce qu'on peut faire, ce qui est fait et ce qu'on fera. » Fin de citation. L'urbanisme écologique constitue en ce sens un des domaines de recherche qu'il convient d'instituer dans les programmes avec les exigences de pluridisciplinarité associant les sciences médicales, sociales et technologiques. Alors, pour poursuivre la réflexion, il conviendrait d'établir une base de données sous forme encyclopédique, par exemple, intégrant différents aspects liés à des problématiques environnementales, développées par toutes les branches disciplinaires. Le potentiel de la recherche en la matière existe dans cette perspective. Diverses problématiques liées à l'environnement précédemment abordées par le CRASC constituent un potentiel de connaissances et d'expérience qui pourrait servir la recherche en la matière selon des orientations pertinentes et contextualisées. Je vous remercie. Salam alaikum. Aïdkum Mabrouk. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je commencerai d'abord par me présenter. C'est Ahmed Souia, je suis géographe. J'ai une longue expérience dans les universités étrangères jusqu'en 2003 et en 2004, j'ai repris un peu mes activités dans les universités algériennes et dans les centres de recherche tels que le CRASC, où j'ai été toujours très bien accueilli et on m'a encouragé à travailler. Le titre de ma communication, c'est les transports collectifs dans la deuxième grande ville d'Algérie. Donc on a fait des travaux de recherche avant la pandémie sur le transport collectif et on a constaté que la situation était déplorable. Déplorable parce qu'on a hérité d'un système de transport collectif depuis la colonisation et qui a fonctionné avec une régie communale pendant de nombreuses décennies, disons les 2 premières décennies, ont fonctionné avec le secteur public qui prenait en charge cette mission de service public. Parce que assurer l'offre de transport collectif pour les citadins, pour les citadines et citadins, est une mission de service public. Parce que ça permet aux personnes de profiter un peu des ressources de la ville, que ce soit pour le travail, pour les études, pour les achats, les loisirs, pour les visites familiales ou amicales, pour faire des achats, etc. Donc tout dysfonctionnement de ce service introduit nécessairement des perturbations au sein des sociétés. Donc on va présenter quelque chose de très synthétique. Donc pour faire court, je dirais que les transports collectifs existaient depuis les années 1900. Il y avait au départ combien 5 lignes de tramway qui petit à petit furent remplacées par des trolleybus d'abord, fonctionnant à l'énergie électrique, et puis par des autobus. Et donc, dans les premières décennies de l'indépendance, c'est une compagnie, une régie communale d'Oran, de la mairie d'Oran, qui gérait, donc elle assurait
elle continue à assurer cette mission de service public. Donc la mission de service public était assurée pendant les premières décennies de l'indépendance, hein, sans aucun problème, mais cette mission a été perturbée par deux facteurs que l'on peut préciser. Le premier facteur, c'est d'abord l'étalement et la croissance spatiale de la ville. La ville s'est déversée sur les trois communes limitrophes, c'est-à-dire Sénia, Berger et Sidi Chahmi, avec Oran, donc 4 communes. Sans parler des communes qui sont limitrophes, qui sont aussi concernées, mais qui ne font pas partie de l'agglomération oranaise, comme El Karma, ou comme Misselguin, ou comme Mzelkbir, ou Ayoun Tork. Tout ceci, je dirais que c'est dans l'orbite d'influence de la ville. Donc, étalement, les transports collectifs avaient de la peine à suivre. Première chose. Deuxième chose, c'est que la régie municipale n'arrivait plus à suivre cet étalement. Donc très vite, l'État a mis en place, a permis l'ouverture en mettant à la disposition des concessions de lignes pour le privé. Donc le privé est arrivé, et il est arrivé, peut-être qu'il y avait un cahier des charges, mais dans les faits, sur le terrain, ce n'était pas du tout respecté. Donc on avait des microbus, plusieurs opérateurs sur une même ligne, une concurrence effrénée, et la qualité du service était déplorable. C'était une véritable anarchie. Les bus peuvent... il n'y a pas de confort, il n'y a pas de sécurité, le personnel n'est pas formé, et les bus se livraient une concurrence, etc. Donc, il fallait revoir un petit peu les choses. Quand arrive la pandémie et les premières mesures de confinement, on est en face d'un système de transport qui ne fonctionne pas du tout et qui était caractérisé par des dysfonctionnements qui sont multiples. À partir de là, la décision qui a été prise d'arrêter le transport public, le transport en intra-urbain, au sein de la ville et entre les villes en interurbain, c'est une action très forte de la part de l'État algérien. Parce qu'on ne pouvait pas continuer à laisser le transport collectif fonctionner, parce que c'est devenu un vecteur puissant de contamination par le virus Covid-19. Donc maintenant, on est dans une situation où il n'y a pas de transport. Donc les mobilités sont contractées et l'accès aux ressources de la ville ne se font pas. La crise sanitaire a imposé cela. Maintenant, c'est que ça a une répercussion sur les activités économiques, ça a une répercussion sur les activités sociales au sein de la ville. Quand arrivent les mesures de déconfinement, qui seront dans un avenir très proche, la question se pose de réactiver le transport. On ne peut pas le réactiver dans les conditions actuelles parce qu'il fonctionne de manière désorganisée et qu'on ne peut pas gérer un peu les distances sociales, qu'on ne peut pas gérer l'hygiène, qu'on ne peut pas gérer, il y a un taux de remplissage qui est important. Donc c'est un danger énorme, il va falloir agir avec beaucoup de prudence. Ce que nous proposons, d'après nos constatations sur le terrain et nos travaux de recherche, c'est qu'il faut, là où le tramway existe, il faut commencer par réactiver le tramway, augmenter le nombre de rames, et il est beaucoup plus facile d'assurer la distance sociale au sein des trams. Comme dans le cas de la ville d'Oran, vous avez les deux axes qui existent déjà, l'axe qui va du centre-ville vers la Sénia et l'axe qui va dans la partie est vers Usto et vers Hayel Yasmin. Donc ces deux axes, il aurait fallu compléter, mais simplement on n'a pas fait. Les autorités locales au départ
n'ont pas beaucoup poussé pour réaliser une troisième ligne qui était importante, c'est la ligne qui va vers Birjir Belgaïd. C'est là où se fait l'extension urbaine. On aurait dû commencer par là. Et puis continuer le tronçon des Sénia jusqu'à l'aéroport de telle manière à compléter. Donc nous préconisons qu'il faut réactiver d'abord le tramway, et je pense que la gestion et la distanciation sociale et les mesures barrières peuvent très bien s'appliquer. Maintenant, pour les bus, je pense qu'il faut faire la différence entre le public et le privé. Le public, il faut organiser un peu les transports, le réactiver en introduisant les mesures. Mais il n'est pas question d'ouvrir et de réactiver les microbus, parce qu'ils fonctionnent dans un état qui est lamentable, ils n'assurent pas. Les arrêts ne sont pas balisés, les rotations ne sont pas fréquentes, et ça va être gérer ce système, c'est aller vers des problèmes qui sont difficiles à résoudre dans les cas. Je pense qu'il faut utiliser l'arrivée de la pandémie pour revoir complètement le système de transport, notamment pour le privé, parce que ça ne fonctionne pas du tout et il n'assure pas la mission première de service public. Voilà ce que je voulais dire. Je ne vais pas trop développer. S'il y a des questions, on pourra élargir les choses et je vous remercie. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde est en très bonne santé. Je suis très ravi de partager avec vous cette petite recherche qui rentre dans le cadre de l'appel du ministère de l'Enseignement supérieur sur une réflexion du Covid-19 en Algérie. Cette pandémie a touché le monde entier, l'entraînant dans une crise économique et sociale de plus en plus inquiétante. Ici, le corps médical et paramédical est au cœur de cette bataille pour combattre cette maladie. Il n'en est pas moins pour la communauté scientifique qui, à mon avis, doit s'impliquer entièrement, où toute étude ou recherche scientifique, quelle que soit sa discipline, est la bienvenue pour suivre de près cette maladie. Dans ce cadre, je vous propose cette petite recherche qui a été réalisée dans un laps de temps très court. Elle concerne l'approche spatiale de la pandémie Covid-19 en Algérie. En tant que géographe, nous avons trouvé qu'il est pertinent de suivre cette pandémie en essayant de l'approcher sur le plan spatial. Autrement dit, comment se développe ce Covid-19 à travers le pays, quel est son taux d'évolution, quel est le rapport des cas détectés par rapport à la population, et ce en prenant des échelles géographiques différentes. L'idée consiste donc à effectuer une lecture spatiale du développement du Covid-19 en Algérie, dans le but de cerner les régions les plus touchées par cette épidémie, mais aussi pour analyser l'évolution dans le temps et dans l'espace de sa propagation. L'intérêt de cette analyse permet au gouvernement de cibler ses interventions d'une façon rapide et efficace pour chaque niveau de contamination, mais aussi selon chaque quantité géographique ou administrative utilisée. Il faut savoir que la majorité des cartes disponibles actuellement sont produites soit par les médias, soit par les réseaux sociaux, pour montrer la diffusion spatiale de l'épidémie. Mais ces cartes sont plus ou moins rigoureuses et parfois anxiogènes par le choix des couleurs et le mode de représentation. Donc l'intérêt actuellement doit se focaliser sur une approche géocartographique plus scientifique, à mon avis, pour développer la prévention auprès des populations, tout en donnant une importance aux sources de données, aux outils et aux méthodes, afin d'approfondir l'analyse et la rendre plus utile. Donc la méthode consiste à établir une base de données, qu'on a utilisée en premier lieu par Wilaya, en utilisant bien sûr les données officielles, issues du ministère de la Santé, puis ces données ont été structurées par Wilaya, puis regroupées par sous-région et par grande région, afin d'obtenir une lecture plus globale du territoire national. Les paramètres qu'on a utilisés, selon leur disponibilité, sont le nombre de cas confirmés au rapport à la population, taux de croissance, taux de létalité et taux de guérison. Cette base, puis, elle a été insérée dans un logiciel SIG afin d'effectuer les traitements cartographiques adéquats.
Comme ces données étaient conséquentes, j'étais obligé de les prendre d'une façon hebdomadaire afin de mieux les gérer. Selon nos recherches bibliographiques à travers le monde, j'ai trouvé que cette analyse est inédite, car souvent les statistiques sont utilisées d'une manière brute. Le cas en Algérie, par exemple, sans aucune étude ou analyse spatiale des données fournies par les services officiels. D'où donc la pertinence de cette approche géographique de ce phénomène sanitaire exceptionnel. Donc le premier paramètre qu'on a utilisé, qui sont le nombre de cas confirmés, on trouve selon le traitement cartographique que cette pandémie s'est propagée donc progressivement à travers tout le territoire national. Quand on voit la tendance par sous-région, elle apparaît un peu plus claire. Et là, on retrouve que le Grand Sud, par exemple, il est plus épargné, alors que la partie nord du pays semble la plus touchée, plus la région des hauts plateaux de l'Est, et puis vient en second lieu les hauts plateaux du centre de l'Ouest, et enfin le sud-ouest algérien constitué de Wilaya d'Adrar, de Béchar et de Tindouf. Donc la lecture spatiale, elle est intéressante parce qu'elle nous donne cette répartition. Et là, on peut focaliser donc nos intérêts sur les régions les plus touchées, tout en suivant, tout en observant les autres régions. Le deuxième paramètre qui me paraît très intéressant, c'est le taux de croissance, qui est calculé selon la formule citée. Ce taux, s'il atteint 100%, cela veut dire que le nombre de cas a doublé. Généralement, ce taux, on l'utilise pour l'évolution de la population, pour savoir son rythme de croissance. Si ce taux est de 200%, c'est-à-dire que la population a plus que doublé. Ce qui est intéressant, donc, quand on étudie au niveau national les chiffres, on retrouve que ce taux de croissance, il est en train de diminuer. On est passé de 85% durant la première semaine d'avril pour atteindre seulement 25% durant la deuxième semaine de la mi-mai, avec donc 25%. Donc ce qui est positif à mon avis, et cette tendance, il faut donc la valoriser pour permettre justement à ce taux de diminuer encore plus. Sur le plan spatial, on remarque que ce taux de croissance, il bouge, il évolue à travers les wilayas, donc selon le nombre de cas confirmés, mais quand on voit la cartographie par grande région, on remarque quand même qu'il y a de grandes tendances qui se dégagent. Donc on peut déjà bien cibler les régions les plus touchées, les moins touchées, et qui connaissent donc un dynamisme important par rapport à cette maladie, ou un dynamisme plus ou moins faible par rapport à la propagation de ce virus. Le troisième paramètre utilisé est le taux de létalité. Donc le taux de létalité, il représente la proportion de décès liés à une maladie ou à une infection particulière par rapport au nombre total de cas atteints. Donc cet indicateur, il est aussi pertinent car il renseigne déjà sur le degré de maîtrise du gouvernement de la crise sanitaire en question. En Algérie, ce taux est le plus important en Afrique et par rapport au monde arabe. Ce qui conduit à suivre cet indicateur de près, afin de vérifier déjà la situation des personnes prises en charge, mais aussi les conditions réelles d'hospitalisation des malades. Donc quand on remarque par rapport aux pays déjà voisins, et par rapport aux pays de l'Afrique, notamment l'Afrique du Sud, où on a le taux de cas confirmé le plus important actuellement, on remarque que l'Algérie quand même possède un taux de létalité assez important. Mais ce taux, il est moins important par rapport aux pays les plus touchés, notamment les pays de l'Europe, la France, l'Espagne par exemple, l'Italie. Au niveau mondial, on est à 6,7% pour les données calculées pour le mois de, ou plutôt le jour du 16 mai. Ce taux de létalité,
Par contre, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'il est en nette régression. En effet, en passant de 12,2% au début de l'épidémie, on a remarqué que ce taux a connu son apogée le 13 avril à près de 16%, mais depuis ce jour, ce taux de létalité n'a pas cessé de diminuer, de baisser, pour atteindre donc 7,9 le 16 mai 2020. Donc ça, c'est un aspect aussi qui est important et qu'il faut valoriser pour garder cette tendance de diminution. Dans le détail, donc on remarque que par wilaya, déjà, il y a des wilayas qui ressortent du lot, par exemple l'Oued ou Msila, Alger, qui ont des taux de létalité très importants. Donc c'est des wilayas qu'il faut suivre de près pour voir pourquoi cette augmentation du taux de létalité. À travers les sous-régions, on remarque quand même qu'il y a une sorte de diminution par rapport aux régions, notamment l'ouest algérien, qui connaît une diminution de ce taux de létalité, le Grand Sud qui stagne, mais par contre la région donc centre et le haut plateau centre-est et le sud-est du Sahara semblent toujours garder un taux de létalité important. Donc il faut suivre de près. Le quatrième paramètre, c'est le taux de guérison, qui me semble, selon les chiffres obtenus, c'est un taux qui est prometteur, mais par contre, on a remarqué qu'il est en stagnation depuis quelque temps. Si on compare ce taux de guérison par rapport aux autres pays, on remarque quand même que le pays est dans une situation beaucoup plus confortable par rapport au taux de létalité. Donc déjà avec près de 50% en Algérie, on est le troisième pays dans le monde arabe et en Afrique avec donc 50%. Donc troisième position, après le Maroc et la Tunisie. Et on remarque quand même que la Tunisie, avec plus de 77%, le 16 mai, semble bien avancée quant à la maîtrise de ce fléau sanitaire. La tendance mondiale est de 36%, donc on est loin de la moyenne internationale. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est cette évolution dans le temps de ce paramètre, parce qu'il nous renseigne sur l'évolution de la maladie, et à partir de là, on voit la stratégie mise en place actuellement. Ce taux n'a pas cessé d'augmenter depuis le 21 mars 2020. À partir de 23 avril, ce taux est en stagnation constante. On arrive à peine à franchir donc le seuil des 50%. Donc, au terme de cette analyse, bref analyse, il faut savoir que pour avoir une analyse spatiale efficace de cette pandémie, il y a certaines conditions qui doivent être assurées. En premier lieu, donc, c'est la fiabilité et la disponibilité des données, en effet, parce que si les données sont erronées, donc on ne peut pas instaurer donc, des mesures correctes pour que la pandémie soit maîtrisée totalement. Aussi la disponibilité des données, parce que pour avoir une analyse spatiale efficace mais aussi très affinée, il faut utiliser plus de paramètres. Et là, on demande au gouvernement de mettre plus de renseignements aux mains des chercheurs pour qu'ils les utilisent dans ces analyses. Deuxième point, c'est, je crois, affiner l'échelle de l'analyse spatiale. En effet, parce que je crois que le niveau wilaya, il est un peu général, si on veut rentrer réellement dans le détail. Donc, si on peut avoir les données par commune, ce serait très intéressant pour voir déjà la situation de chaque wilaya. Et s'il y a des villes, par exemple, importantes, on peut même rentrer dans le quartier ou l'îlot pour savoir réellement comment se développe donc, la maladie au niveau urbain. Et ça permet au gouvernement de cibler ces mesures par rapport au quartier pour ne pas pénaliser ou bloquer toute la ville. Troisième point, le plus intéressant, je crois, pour interpréter correctement les résultats, parce que ce n'est pas une mince affaire,
je crois que les études doivent être effectuées dans un cadre pluridisciplinaire. Notamment, par exemple, il faut impliquer les médecins parce que les connaissances médicales pour expliquer certains paramètres, à mon avis, sont importantes. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette approche vous a intéressé. En attendant vos réactions, je vous dis à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bartine Joie, je suis doctorante en géographie et aménagement du territoire, en co-tutelle internationale à l'Université Oran 2 et à l'INALCO Paris, Institut des langues et civilisations orientales. Je travaille sous la direction de M. Sid Ahmed Souyeh et de Mme Laetitia Bucaille. Je suis également chercheur associé au niveau du CRASC et je suis ravie aujourd'hui de participer à ce premier colloque virtuel sur la société et la pandémie. Je remercie M. Mstali, directeur du CRASC, de nous avoir conviés, M. Souyeh et moi-même, à prendre part à cet événement. La présentation d'aujourd'hui va porter sur l'aggravation des contraintes liées à la mobilité des femmes dans les villes algériennes durant la pandémie du Covid-19. Il s'agit d'une analyse comparée avant et pendant la crise sanitaire à Oran. Ce travail a été réalisé en collaboration avec M. Sid Ahmed Souyeh et s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche bilatéral, le PHC Tassili 2020, ayant comme thème la ville algérienne au féminin entre interdit et espace de liberté, le cas de la ville d'Oran. Ce programme de recherche domicilié au CRASC fédère une équipe pluridisciplinaire composée de chercheurs permanents et associés du CRASC, relevant des universités Oran 1 et 2, auxquelles sont associées des institutions de formation et de recherche internationales telles que le laboratoire EGET Oran, l'université Oran 2, l'INALCO Paris et le laboratoire CESMA Paris Diderot. Il s'agit d'un programme de recherche pionnier en matière de géographie du genre en Algérie qui se fixe comme perspective de fournir un éclairage documenté sur la mobilité des femmes dans la ville d'Oran. Ces femmes de différents âges, de différentes situations matrimoniales et catégories socio-professionnelles constituent un groupe remarquable dont la mobilité est rendue difficile pour de multiples raisons que nous tenterons d'examiner. La réflexion que nous présentons dans cette intervention aborde à travers une analyse comparée les difficultés rencontrées par certaines femmes dans la réalisation de leur mobilité en situation de crise et en situation normale et en situation de crise. Le terrain d'étude choisi est une grande métropole urbaine, il s'agit d'Oran, deuxième ville d'Algérie, une agglomération largement millionnaire, mais où l'accès à l'espace public demeure inégalitaire. C'est à travers une enquête par questionnaire réalisée avant la pandémie et des entretiens réalisés pendant la période de confinement que nous tenterons de comprendre la présence de ces murs invisibles qui, selon le géographe Dimeo, freinent ou contrarient la mobilité des femmes dans la ville et contractent leurs espaces de circulation. Deux questionnements structurent notre approche. Premier point, d'où viennent ces difficultés d'accès à la ville et a-t-on les moyens d'y remédier pour aboutir à une réparation des injustices socio-spatiales liées au genre? Second point, que peuvent apporter l'aménagement du territoire, les instruments de planification et d'urbanisme et les politiques publiques, notamment pour une offre de transport collectif plus performante, plus sécurisée, faisant partie de solutions durables pour réduire les inégalités liées au genre et permettre aux femmes de se réapproprier des morceaux de la ville réputés inaccessibles. En ce qui concerne la crise sanitaire, différentes décisions gouvernementales ont été prises pour limiter la propagation du virus, notamment l'interdiction de circulation des transports collectifs, des TC, et des taxis. Ce qui nous amène à émettre l'hypothèse suivante: la crise sanitaire a-t-elle réduit davantage les espaces de circulation des femmes habitant la ville d'Oran? Quelle place occupent les moyens de transport dans leur mobilité et comment les femmes se sont adaptées en matière de mobilité pendant le confinement? Une première enquête réalisée fin 2019 auprès de 500 femmes a permis d'étudier leurs caractéristiques, les moyens de transport qu'elles utilisent, leurs motifs de déplacement, mais également les espaces attractifs et répulsifs, ainsi que le contrôle social, l'insécurité, l'harcèlement de rue, etc. Afin de vous livrer quelques chiffres tirés de l'analyse préliminaire sur la mobilité des femmes, il est important de souligner que sur les 500 femmes interrogées, presque la moitié déclarent rencontrer des difficultés à se déplacer dans la ville. Pour revenir aux modes de transport les plus utilisés à Oran, nous avons en première position la marche à pied. Les femmes utilisent à 40% en moyenne la marche à pied pour se mouvoir dans la ville,
Ce mode a des avantages et des inconvénients. Il peut être simplement un choix motivé par la proximité des lieux fréquentés ou bien lié à une insuffisance dans les transports, à du contrôle social ou encore des contraintes budgétaires. Même si la marche à pied est économique et écologique et bénéfique pour la santé, elle restreint fortement le périmètre de mobilité des femmes qui la pratiquent. En seconde position, nous avons les TC, les transports en commun et les taxis. Cette catégorie, les femmes qui dépendent des TC, des taxis dans leurs déplacements avant la pandémie, en revanche, ont vu leur mobilité fortement comparée à celles qui utilisent la marche à pied. Elle représente en moyenne 27% des femmes interrogées, tout motif de déplacement confondu. Elles utilisaient à 16% le bus, à 8% les taxis et à 3% le tramway. Il est important de préciser que même si la marche à pied est le mode de transport le plus utilisé en moyenne, les TC et les taxis reprennent la première place en ce qui concerne les déplacements liés au travail, aux études et aux achats non alimentaires. Nous avons aussi une troisième catégorie qui est représentée par les femmes qui disposent d'un véhicule personnel, particulier plutôt. Il peut être celui du conjoint, le véhicule familial ou bien le sien. Elle représente 26% des femmes interrogées. 8% des femmes interrogées détiennent la pleine propriété de leur véhicule. Concernant les contraintes de mobilité, en situation normale, les femmes subissent principalement de l'harcèlement de rue, de l'harcèlement en voiture. Elles subissent des contraintes liées à l'insécurité pour 37% d'entre elles. Pour 28%, elles estiment que les transports collectifs sont insuffisants et peu performants. Vient ensuite le contrôle social à 20%. Il s'agit en l'occurrence de surveillance, d'autorisation de sortie ou carrément d'interdiction de sortie, un contrôle exercé par le père, le mari ou autre, parfois même par la personne elle-même. Autre point mentionné, les contraintes budgétaires pour 12% des femmes interrogées. Nous avons également les horaires de sortie, l'activité intérieure au foyer, comme les tâches ménagères, la prise en charge des enfants ou des personnes âgées. Autant de contraintes qui réduisent la liberté de déplacement des femmes interrogées. Nous allons maintenant nous intéresser aux contraintes dans la mobilité des femmes à Oran pendant la pandémie du Covid-19. Pour aboutir à cette analyse, nous avons utilisé les réseaux sociaux et les contacts téléphoniques pour conduire des entretiens et échanger avec les femmes qui ont bien voulu participer à notre étude et qui se sont livrées sur ce qu'elles enduraient en situation de crise et en l'absence de tout moyen de transport, qu'il soit collectif, semi-collectif ou individuel. 13 femmes constituent notre premier échantillon pour une approche qualitative préliminaire. Un appel à témoignages pour les citadines oranaises a été publié sur un groupe Facebook réservé aux femmes qui permet l'échange de points de vue, le partage d'expériences et de bons plans. Nous avons des femmes qui ont entre 25 et 64 ans, de différentes situations matrimoniales. 5 d'entre elles sont célibataires, 6 mariées avec ou sans enfants, une divorcée, une veuve. Dans notre échantillon, nous rencontrons aussi différentes catégories socio-professionnelles avec un poids plus élevé pour les personnes occupées. Nous avons 11 femmes actives, une femme au foyer et une jeune fille à la recherche d'un emploi, ce qui correspond assez bien à nos attentes dans la mesure où les femmes actives sont astreintes à des déplacements quotidiens incompressibles et qu'elles doivent trouver des solutions pour aller travailler si toutefois elles ne sont pas en congé pendant le confinement. Nous avons constaté que les plus jeunes et les plus connectées d'entre elles se sont rabattues de manière incontestable sur les VTC, les véhicules touristiques avec chauffeur, via l'application Yassil sur smartphone, l'équivalent des taxis Uber à l'étranger. Il s'agit d'un phénomène qui a pris de l'ampleur durant les mesures de confinement et qui mérite toute notre attention. Les 5 utilisatrices ont des profils relativement similaires, elles sont jeunes, elles sont connectées, elles sont actives et résident en majorité dans des quartiers favorisés. Nous constatons aussi que l'impact financier a été mentionné, sauf pour celles dont l'employeur prend en charge les frais liés au transport. Il est important aussi de préciser que de ce type de taxi Yassil n'a pas été touché par les mesures restrictives relatives au transport pendant la pandémie. Nous avons également
des femmes qui ont utilisé un taxi à la course, un taxi urbain. Il existe des taxieurs qui se sont convertis en clandestins, simulant qu'ils n'étaient pas en activité alors qu'ils continuaient à transporter des clients. Autre constatation, le rabattement vers le taxi clandestin pour les femmes plus âgées habitant des quartiers dits populaires comme les Planteurs, Cité Petit, Saint-Pierre. Les taxis clandestins ont bénéficié de l'arrêt des TC et des taxis et sont relativement sollicités en période de confinement. Nous avons aussi celles qui ne sont pas sorties de chez elles et celles qui se font accompagner. Nous attendons d'autres témoignages pour pouvoir compléter l'analyse sur la mobilité des femmes en période de crise sanitaire. Et nous vous remercions pour votre attention et restons attentifs à vos éventuelles interrogations. Merci à tous et bonne journée. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مداخلتنا بعنوان كوفيد 19 خيار المواطن بين الحجر الصحي وإشكالات المدينة، من إعداد كل من الباحث بشيري حمزة والباحثة تركينا سيما من مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية كراس وهران قسم مدن وأقاليم. بالرغم من أن هذه الجائحة تعد في دائرة الأوبئة والأمراض في ميدان بحث علماء البيولوجيا والطب، إلا أن المجتمع يشكل الأرضية التي تغذي هذا الوباء عن طريق العدوى وسرعة انتشاره، ويشكل تناقص الوعي بمخاطره واحترام شروط الوقاية والنظافة وانعكاساتها على الفرد والمجتمع من ميدان بحث العلوم الإنسانية والاجتماعية. كذلك يجعل هذا الوباء العالمي من أنظمة والسلطات في العالم غير قادرة على حماية المجتمع من نفسه ومن هذا العدو الغير مرئي والمجهول بشكل كبير لحد الآن. واليوم نحن أمام جائحة كوفيد 19 التي أصبحت تشكل نقطة مهمة في حياة الإنسان ككل في كل أصقاع العالم، والجزائر بحكم موقعها الجغرافي لم تكن لتتجنب هذه الجائحة التي تنتشر بدون توقف. يجد المواطن الجزائري نفسه بين واقع الحجر الصحي المفروض عليه في البيت والرغبة في الخروج، سواء من أجل اقتناء مستلزمات البيت اليومية أو أعمال في بعض الحالات الضرورية، أو هربا من الضغط النفسي الذي رافق هذا الوباء. نتحدث في هذه المداخلة عن دراسة أطلقناها بتقنية الاستمارة الإلكترونية، والتي تم توزيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني. وزعت في البداية على مجموعة من معارف الباحثين من كل من الزملاء الأساتذة والطلبة ليقوموا بدورهم بتوزيعها، مشكلين بذلك كرة الثلج حتى نصل إلى العينة المنشودة. وتهدف هذه الدراسة إلى فهم التغيرات التي شهدها أولا النقل والتنقل بالنسبة للفرد في المدن، وتعايش الأسر وسط المجال السكني في ظل الحجر الصحي. الدراسة لا تزال مستمرة، نطمح إلى أكبر عدد ممكن من الإجابات ونسعى لتكون متباينة وتشمل مختلف فئات المجتمع الجزائري من حيث الجنس والسن والمستوى التعليمي والمهني وطبيعة السكن ومكان الإقامة وغير ذلك. ونحاول عبرها الإجابة عن 3 نقاط نعتبرها مهمة. أولا النقل الحضري والتنقل ترانسبور أوربان اي موبيليتي. هذا القطاع الذي تضرر بشكل كبير جراء توقيف كل نشاطاته وأشكاله عبر كل التراب الوطني، فهو من الناحية الاقتصادية يعتبر موردا هاما لنسبة كبيرة من المواطنين وبالخصوص في المدن. أدى هذا التوقيف إلى فقدان الدخل اليومي لفئة معتبرة تنضم إلى فئة البطالين، وأدى إلى شل كل القطاعات وتنقل المواطنين. في غياب وسائل النقل الحضري يمكن أن نتساءل كيف يتصرف الجزائريون في هذا الموقف؟ هل استغلال السيارات الخاصة أم اللجوء إلى شراء دراجات نارية أم استعمال الدراجات الهوائية وربما يكون التشارك في سيارة واحدة أو اعتماد المشي كوسيلة عند الضرورة؟ كل هذه احتمالات مطروحة في ظل توقف الحركة التجارية وتقلص الموارد المالية للأسر. ومن هنا نعتقد أنه يمكن حل إشكالية النقل الحضري عبر بعث خطة جريئة بعد الجائحة تنظم وتضبط هذا القطاع الغير مهيكل والغير منظم، وتحديد عبر مثلا تحديد مسارات حافلات النقل الحضري. هذا القطاع الذي يعرف مشاكل أثرت على المدينة وعلى مستخدميه، فحتى الخيارات الأخرى في المدينة غير متاحة. كما نلاحظ الغياب التام لمسارات الراجلين ومستعملي الدراجات
الهوائية، الأمر الذي جعل من مدننا لم تتمكن من مسايرة متطلبات العصر وظروف الأزمات المستجدة. فإذا أخذنا مثلا مدينة وهران تعد مدينة يمكن فيها ضبط النقل العمومي الحضري بشكل جديد باستغلال جائحة كوفيد-19 أولا، التي أوقفت النقل بشكل عام كإجراء وقائي جذري يعكس أولا عدم القدرة على التحكم في القطاع المنقسم بين الخواص والشركات العمومية، كذلك ضرورة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين لكون الحافلات وسيلة من وسائل نقل العدوى بحكم الاكتظاظ والاحتكاك بين المسافرين. وفي المقابل نجد بعض البلدان في العالم قامت فقط بتخفيف خطوط النقل وضبط التباعد بين المقاعد. ثانيا، مدينة وهران لها فرصة احتضانها للألعاب المتوسطية التي كانت مبرمجة 2021 وتم تأجيلها إلى 2022 كتظاهرة دولية يمكن عبرها ضبط هذا القطاع تحت قطاع واحد أو شركة واحدة، مثلا المؤسسة العمومية للنقل الحضري تسير كل أشكال النقل المتواجد في الولاية، ومنه يتم تعميم ذلك على باقي الولايات في باقي ولايات الوطن. أما النقطة الثانية في دراستنا تشمل تعايش الفرد والأسر في مجال السكن في ظروف الحجر الصحي التي تتطلب من كل أفراد الأسر البقاء في البيت، فكيف تتأقلم هذه الأسر في هذه الظروف داخل المجال السكني. وإذا أخذنا عمليات توزيع السكنات التي باشرتها الدولة منذ أكثر من 10 سنوات وبالأخص الفئات الهشة كمؤشر للملاحظة، نجد أن هذه السكنات التي يطلق عليها السكنات الاجتماعية والمكونة بأغلبها من 3 غرف في مساحة معدلة 45 متر مربع يغلب عليها الغياب الشبه تام للشرفات بفعل التبديلات التي عرفتها هذه السكنات أو غير موجودة أصلا. الشرفات التي أضحت اليوم أكثر من ضرورة خصوصا بالنسبة للأطفال الصغار لتعويض المجال الخارجي للعب من مثل الحدائق أو الشارع، هذا الأخير الذي كان يشكل المتنفس الوحيد لجزء هام من الأسر الجزائرية. إذن لتجد هذه الأسر اليوم نفسها في ظل هذه الجائحة أمام تراكمات كبيرة من النقائص على مستوى التصور العام للسكن في الجزائر يتطلب إعادة النظر فيه. لذلك فكرة قبول الحجر الصحي من قبل أغلب سكان المدن بالخصوص الشباب تعتبر تحدي، والالتزام به إنجاز إن صح التعبير، فضيق السكنات وارتفاع عدد أفراد الأسر مع إمكانية تجاوزهم السن 20 واختلاف الجنس يشكل أكبر عائق يجعل من الفرد يمكث في البيت طوال اليوم شبه مستحيل، بالإضافة إلى مشكل البطالة الذي يواجه عدد كبير من أرباب الأسر والشباب الذين لا يتوقفون التذمر والشكوى في ظل غلق كثير من مصادر رزقهم الغير قارة. في كل هذه الظروف يصبح تعايش أفراد الأسر داخل مجال سكنها أمر جد صعب. يجب بطبيعة الحال ليست كل الأسر الجزائرية تعاني من نفس الظروف. فجائحة كورونا أو كوفيد-19 بيّنت بعض الاختلالات التي كانت مستورة وعجز كثير من القطاعات والسياسات العمومية في العالم، ليس في الجزائر فقط، ولكن الأمر يزيد تأزما في مدننا التي تعاني منذ وقت طويل من نقص في القواعد الأساسية التي تشكل المدينة المعاصرة وتضمن رفاهية العيش للمواطن. وفي الأخير النقطة الثالثة نهتم بها وهي تغير مكان الإقامة، والتي كانت تدخل في إطار دراستنا والاستمارة التي وزعت إلكترونيا. تغيير مكان الإقامة مباشرة لتجنب الوباء فهو خيار لجأ إليه البعض، وذلك لامتلاكهم السكنات الثانوية أو السكن العائلي. هذا الخيار الذي يسمح لهم بالتنقل إما إلى شاطئ البحر أو في بعض القرى أو في المدن الصغيرة. لقد غير هذا الوباء من وجهة النظر إلى المدينة التي كانت تعد في وقت قريب ملجأ وحصن من أجل النجاة والبحث عن الرزق. أضحت في هذا الوضع الوبائي طاردة وتشكل حالة من الخوف والريبة لكل من يقصدها. ومست الدراسة كذلك الحياة في شهر رمضان المبارك الذي عرف ويوميات المواطنين التي عرفت تغييرا في ديناميكية المجتمع والفرد من حيث التنقل والنشاط التجاري وبعض الممارسات المرتبطة بهذا الشهر الفضيل. وفي الأخير يبقى العمل الميداني والتحقيقات السوسيولوجية المعمقة هي الفيصل، كما نظرة التأني التي نحن مطالبين بها في كل تفكير سوسيولوجي تزيد من مصداقية أي دراسة. شكرا على حسن الانتباه والإصغاء.